Et même si vous vous doutez plus ou moins que cela puisse arriver, vous n'y pensez pas vraiment. Quelque chose se trame en ce moment même à Buckingham Palace. Quelque chose qui se prépare depuis 30 ans. Pas au grand jour. Pas lors d'une conférence de presse, d'une déclaration royale ou d'une apparition publique soigneusement orchestrée. Cela se produit comme toujours lors des changements les plus importants au sein de la monarchie britannique. Discrètement, délibérément, et avec une patience presque impossible à saisir pleinement, sans prendre du recul et considérer la situation dans son ensemble. Et lorsqu'on considère la situation dans son ensemble, voici ce que l'on constate. La princesse Anne et le prince William, deux personnes qui n'ont jamais affiché de proximité en public, qui évoluent dans des registres totalement différents et qui représentent deux générations distinctes de cette famille, seraient parvenues à la même conclusion au même moment. Et la femme prise au piège de cette conclusion est Camilla Parker Bowles, reine consort, épouse du roi Charles III, celle qui a passé 30 ans à se placer au-dessus des lois. Des sources proches du palais laissent entendre qu'elle ne l'est plus. Restez avec nous, car ce que nous allons vous révéler est l'une des histoires les plus complexes et les plus lourdes de conséquences qui est émergée de la famille royale britannique depuis une génération. Et tout commence non pas par une confrontation dramatique, ni par la fuite d'un document, ni par un scandale à sensation, mais par un simple coup de téléphone. Le coup de téléphone qui a tout déclenché. Environ 3 semaines avant que cette histoire ne commence à circuler dans les cercles royaux, un haut conseiller du palais a passé un coup de téléphone. Des sources le décrivaient comme profondément inhabituel, non pas à cause de l'identité du destinataire, mais à cause de l'identité de celui qui n'était pas au bout du fil. Il ne s'agissait pas de la presse. Ce n'était pas un ministre du gouvernement. Ce n'était aucune des voies habituelles pour gérer la communication avec la famille royale. C'était un avocat agissant au nom de la princesse Anne au sujet de Camilla. L'appel a duré moins de 10 minutes. Court, précis. D'après certaines sources, il s'agissait d'une conversation typique entre une personne ayant déjà pris sa décision et cherchant simplement à s'assurer que la voie était libre, ni exploratoire, ni préliminaire. Confirmation. Cet appel, selon certaines sources, constituait le premier pas d'une affaire bien plus vaste qu'un simple différend immobilier, une décision concernant le personnel ou un affront symbolique. Il s'agissait, toujours selon ces sources, du début d'une campagne coordonnée, méthodique, patiente, et dont chaque étape pouvait être niée, visant à redéfinir la position de Camilla au sein de l'institution qu'elle avait gravie pendant 20 ans. Avant d'aller plus loin, la question que vous devez vous poser est la suivante. Pourquoi maintenant? Pourquoi 2026? Après 30 ans de silence, après 3 décennies durant lesquelles la princesse Anne a dissimulé ses convictions personnelles derrière une façade publique des plus disciplinées au sein de la famille royale, pourquoi aurait-elle choisi ce moment précis pour agir? La réponse comporte 2 volets, et vous avez besoin des deux. Le nouveau pouvoir de William. La première partie de la réponse concerne le prince William, et plus précisément, ce qu'il est devenu au cours des 18 derniers mois. Il n'est plus simplement l'héritier. Il n'est plus celui qui attendait patiemment dans l'ombre pendant que son père gérait l'institution. Il prend de véritables décisions aux conséquences bien réelles. Et c'est dans le duché de Cornwall que cette transformation est la plus visible. 1 milliard de livres sterling. C'est la valeur du duché de Cornwall, Thérèse. Propriété et investissement accumulés au cours de près de 700 ans de gestion du domaine royal. Il s'agit notamment de fermes louées, de gîtes, des îles Scilly, des droits fonciers sur Dartmoor et d'investissements commerciaux générant environ 30 millions de livres sterling de revenus par an. Tout cela sous le contrôle direct de William. Aucune consultation requise, aucune approbation nécessaire de Charles.
Aucun comité, aucun organe de contrôle, aucun processus institutionnel ne pourrait le freiner ni infléchir ses intentions. Le duché de Cornwall appartient au prince de Galles et depuis le décès de la reine Élisabeth, William est prince de Galles. Or, selon certaines sources, il exerce ce pouvoir avec une précision dont l'entourage de Camilla commence seulement à prendre pleinement conscience. Le signal public le plus clair de l'usage que William comptait en faire est venu d'une décision qui a provoqué de vives réactions au sein du palais. Annabel Elliot, la sœur cadette de Camilla, décoratrice d'intérieur qui avait travaillé dans les propriétés du duché sous Charles pendant près de 20 ans, a disparu des listes de paie du duché. Aucune contestation publique, aucune déclaration, aucune explication fournie à la presse. Juste un nom qui figurait dans les documents financiers pendant près de 20 ans, puis qui a tout simplement disparu. Elle gagnait entre 19,0 et 4,22 livres sterling par an, selon les projets, ses revenus et tout ce qu'il représentait en termes de proximité avec la couronne, a disparu dès l'arrivée au pouvoir de William. Quel message cela envoie-t-il? Pas seulement à Annabel Elliot, pas seulement à Camilla, mais à chaque personne, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution, qui observait pour voir quel genre de prince William comptait devenir. Il n'a pas remplacé Annabel par une personne neutre. Il a fait appel à ses propres hommes, des amis de son entourage, les parrains et marraines de ses enfants, des personnes qui lui sont fidèles en tout point, et les observateurs royaux qui ont remarqué la situation ont décrit des remous importants au sein du palais. Cette décision était un message fort, et la princesse Anne, selon certaines sources, y a assisté et l'a approuvé sans réserve, l'alliance qui aurait tout changé. Voici ce que les sources indiquent comme s'étant produit ensuite. Cette décision, la destitution d'Annabel Elliot, a ouvert une conversation entre Anne et William, qui était attendue depuis des années. Deux personnes parvenues à la même conclusion par des chemins totalement différents, à peu près au même moment. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de laisser la loyauté institutionnelle l'emporter sur les convictions personnelles. J'en ai assez de voir la femme qui a contribué pendant des décennies aux souffrances de Diana occuper des espaces symboliques et concrets que, selon certaines sources, Anne et William considèrent comme faisant partie de l'héritage de Diana. Anne a 75 ans. Elle travaille dans cette famille depuis plus d'un demi-siècle. Elle a vu tout se dérouler en direct. Les liaisons, la séparation, l'interview pour Panorama, le divorce, la mort de Diana. Elle a géré ses sentiments face à tout cela comme elle gère tout, en privé comme en professionnel, avec une discipline qui fait d'elle l'un des membres les plus respectés de la famille royale dans l'histoire moderne de l'institution. Et pourtant, sous cette discipline, selon certaines sources, une conviction profonde est toujours restée intacte. Un regard sur ce que Camilla a fait à Diana et sur l'influence de l'institution sur Diana et sur la question de savoir si la femme façonnée par ses choix mérite la position qu'elle occupe aujourd'hui. Selon certaines sources, Anne nourrit cette conviction depuis 30 ans et a finalement décidé d'agir. De leur côté, Anne, forte de son autorité institutionnelle, de ses décennies de relations et de son accès à des informations que nous aborderons plus loin, est William, avec son contrôle financier, son histoire sentimentale et sa détermination, aurait mis en place ce que les sources décrivent comme une opération sur deux fronts. Histoire et argent, le passé et l'avenir, remodelés simultanément par les deux membres de cette famille qui ont les raisons les plus personnelles de les remodeler. Diana et les archives. La seconde partie de la réponse concerne Diana et une pièce. Le 30 et 1 août 2027 marquera le 30 et anniversaire de la mort de Diana dans ce tunnel parisien. 30 ans se sont écoulés depuis que William, alors âgé de 15 ans, a suivi le cercueil de sa mère dans les rues de Londres, sous le regard du monde entier. Aujourd'hui, âgé de 43 ans, marié et père de 3 enfants, il n'a jamais, en près de 30 ans de vie publique,
fait de déclarations directes établissant un lien entre ses sentiments envers Camilla et les souffrances endurées par sa mère. Il n'en a jamais eu besoin. Ses actes ont toujours confirmé cette affirmation, mais certaines sources indiquent qu'un changement s'est opéré ces derniers mois. À l'approche du 30e anniversaire, William et Anne seraient passés du deuil à la détermination, d'une conviction personnelle à une action délibérée. Et cette action, selon ces mêmes sources, trouve son origine dans un lieu qui inquiète profondément certaines personnes, à Buckingham Palace, les archives royales, au château de Windsor. Pas de touristes, pas d'équipe de tournage, aucun accès public. Ce lieu renferme l'histoire brute, non censurée et consignée de manière privée de la famille royale britannique. Lettres, journaux intimes, correspondence interne, le récit écrit de ce qui se passait réellement au sein de l'institution. Durant ces décennies les plus tumultueuses, notamment les années où le mariage de Galles s'effondrait publiquement et de façon catastrophique. L'accès de la princesse Anne à ces documents est exceptionnel, un privilège que très peu de personnes en dehors de la famille proche possèdent. Et certaines sources indiquent qu'elle les consulte actuellement. Réfléchissez bien à ce que cela signifie. Les grandes lignes de cette période sont déjà connues du public. La séparation de 1992, les enregistrements du Camilla Gate en 1993, les aveux télévisés de Charles en 1994, l'interview de Diana pour Panorama en 1995, le divorce en 1996 et la mort de Diana en 1997. Tout cela a été documenté, analysé et débattu pendant 30 ans à travers des livres, des documentaires et des rétrospectives. Mais ce que les sources suggèrent concernant ces archives dépasse largement les grandes lignes. Il s'agit de la spécificité du témoignage écrit, privé et contemporain, de qui savait quoi, quand on le savait, qui a facilité quoi et comment. La dimension institutionnelle interne d'une situation que les archives publiques ne rendent que partiellement compte. La manière dont les préoccupations de Diana ont été reçues et prises en charge. La façon dont l'institution a géré la situation où l'une de ses membres souffrait de manière très documentée et très visible. Il s'agit de présenter l'ensemble des faits, non pas une version édulcorée ou un récit manipulé, mais la vérité historique brute. Selon des sources proches du dossier d'archives qu'Anne aurait examiné, les documents révèlent une défaillance institutionnelle bien plus grave que tout ce qui a été publié jusqu'à présent. Ces mêmes sources indiquent qu'Anne estime que cette histoire mérite de figurer dans l'intégralité des archives historiques, sans être déformée ni édulcorée par ceux qui préféreraient la dissimuler. Camilla fait partie de ces personnes. Un compte-rendu historique complet et précis du mariage des Wales n'est pas un document rassurant pour la reine consorte actuelle. Il ne l'a jamais été. La différence, aujourd'hui, c'est que la personne qui aurait posé la question du maintien ou non de ce document a l'accès, l'autorité et la motivation personnelle nécessaires pour agir. Vous comprenez ce que cela signifie? Car les conséquences vont bien au-delà d'un simple préjudice d'image. Selon certaines sources, la position d'Anne est clos. Ce n'est clair. Les archives historiques de cette période doivent être complètes et sans omission, et la femme qui siège désormais aux côtés du roi lors de chaque cérémonie officielle n'a aucun droit de façonner la manière dont le chapitre le plus douloureux de la vie de Diana sera commémoré. La rigueur financière de William. Parlons maintenant de ce que William fait en parallèle, car c'est là que l'histoire se complexifie encore. L'éviction d'Annabel Elliott n'était qu'un premier pas, déjà significatif en soi. Mais selon certaines sources, la suite fut bien plus longue, menée avec une patience et une méticulosité qui témoignent d'une intention à long terme, plutôt que d'une frustration passagère.
l'accès aux événements de la couronne, la proximité avec les occasions royales officielles, les invitations auparavant adressées aux proches de Camilla furent les apparitions publiques auxquelles les proches de Parker Bowles s'attendaient à assister ont été restructurées sans explication. Ce même rétrécissement progressif, délibéré et totalement inexplicable de l'accès aux informations qui avait caractérisé l'affaire Elliott s'est étendu à tous les liens entre la famille de Camilla et l'institution contrôlée par William. Rien de bien important en soi. Tout cela, pris dans son ensemble, forme un constat indéniable. Il y a aussi la dimension Diana dans les actions financières de William, que certaines sources décrivent comme entièrement intentionnelles et profondément personnelles. William a discrètement réorienté certaines ressources philanthropiques liées à Dutchy vers des causes chères à Diana. La santé mentale, le sans-abrisme, la sensibilisation au VIH, autant de causes que Diana a portées tout au long de sa vie, celles que l'establishment a d'abord refusé de la voir défendre, les jugeant trop sensibles, trop politiques, trop délicates émotionnellement pour qu'une membre de la famille royale s'y engage directement. Diana les a pourtant abordées et en a payé le prix institutionnel. Aujourd'hui, son fils contrôle $1 milliard d'actifs et perçoit 30 millions de dollars de revenus annuels. Selon certaines sources, il consacre une partie de cette somme aux organismes que sa mère avait désignés lorsque l'institution à laquelle elle appartenait cherchait activement à la contrôler. Imaginez l'ampleur de ce que cela représente. Réfléchissez à ce que cela révèle, non pas dans une déclaration, ni dans un communiqué de presse, mais dans l'architecture même des flux financiers au sein de l'institution que William contrôle désormais. Une guerre symbolique. Son rôle symbolique est lui aussi menacé. Et cette partie de l'histoire mérite une attention toute particulière, car elle est si subtile qu'on peut facilement la manquer si on n'y prête pas une attention particulière. Lorsque Camilla est entrée à l'abbaye de Westminster le 6 mai 2023, coiffée du diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande, le diadème préféré de la reine Elizabeth, celui qui a figuré sur les billets de banque britanniques pendant des décennies, c'était un geste symbolique, un signal soigneusement choisi pour affirmer son autorité, que sa position était pleinement légitime, que sa réhabilitation était achevée. Pour ses partisans, ce fut un moment triomphal. Pour d'autres, au sein du palais, certaines sources laissent entendre que c'était le début d'une ère, car ce diadème ornera un jour la tête de Catherine en tant que reine consort. Et lorsque cela se produira, la transmission symbolique sera si totale et si indéniable que tout ce que représentait le couronnement de Camilla sera effacé. Selon certaines sources, Anne et William le comprennent parfaitement, et ils n'attendent pas passivement que ce jour arrive. Dans la vie royale, les symboles ne sont pas de simples ornements. Ils incarnent le pouvoir, les objets, les cérémonies et les patronages spécifiques associés à la couronne communiquent à l'institution et au public un message sur qui compte, qui a sa place et dont l'héritage perdure. Camilla a consacré 20 ans à accumuler ces symboles. Patronages royaux, associations caritatives, rôle cérémoniel qui confèrent à sa position une substance et une légitimité qui dépassent le simple fait d'être l'épouse de Charles. Des sources indiquent que ce processus d'accumulation est actuellement interrompu. À son décès, la reine Elizabeth II détenait des centaines de patronages royaux. La redistribution de ces patronages entre les membres actifs de la famille royale est en cours depuis 2022. Selon certaines sources, Anne aurait joué un rôle déterminant dans la redistribution de certains patronages, influençant discrètement cette répartition. Des patronages prestigieux initialement destinés à Camilla auraient été réattribués, non pas par une décision annoncée publiquement, mais par une réaffectation discrète qui, selon ces mêmes sources, reflèterait davantage des priorités que des considérations logistiques. En 2025, Charles a accordé à William et Catherine
le pouvoir de délivrer des mandats royaux, leur permettant ainsi de soutenir publiquement des marques et des institutions au nom de la couronne, un privilège que les monarques ont traditionnellement jalousement préservé. En l'étendant à William et Kate, on signalait publiquement le recentrage délibéré du poids symbolique de la couronne sur la génération suivante, Sir William et Catherine. Loin du règne actuel et de tout ce qui s'y rattache, y compris Camilla, certaines sources indiquent que les décisions prises concernant la documentation du règne de Charles III, photographies officielles, expositions historiques, projets documentaires sur la couronne, reflètent les priorités de William et Anne quant à la manière dont cette période doit être commémorée. Qui sera mis en avant? Qui sera relégué au second plan? Qui sera mis en avant dans les archives visuelles et qui sera discrètement minimisé? L'histoire royale se forge par ce qui est préservé et par la manière dont il l'est. Le témoignage visuel d'un règne devient le récit historique, et le récit historique devient l'héritage. L'héritage de Camilla, selon certaines sources, est actuellement façonné par des personnes ayant des conceptions très précises de ce qu'il devrait contenir. Son propre délitement personnel. Et puis, il y a la situation personnelle de Camilla, qui raconte sa propre histoire. Camilla a vendu Ray Milhouse, sans communiqué de presse, sans article dans un magazine de mode, sans annonce soigneusement orchestrée. Une propriété est simplement apparue sur le marché et a disparu de son portefeuille. La résidence secondaire du Wiltshire qu'elle possédait avant son mariage avec Charles. L'endroit qu'elle décrivait publiquement comme son refuge personnel. Le jardin qu'elle qualifiait autrefois de meilleure thérapie au monde. Vendu. Selon certaines sources, cette vente en dit plus long sur l'état d'esprit actuel de Camilla que toutes ses déclarations publiques de ces derniers mois. On ne vend pas sa résidence privée à la légère. Ils ne se séparent pas du seul lieu qui leur appartient pleinement, antérieur à tout ce qui a suivi, à moins d'un changement fondamental dans leur vision de leur avenir. Actuellement, Camilla séjourne régulièrement dans plusieurs résidences royales. Buckingham Palace, Clarence House, Sandringham, Balmoral, bénéficiant de toute l'infrastructure d'une reine consort. Cette situation bascule à la mort de Charles. Sandringham et Balmoral reviennent à William. Buckingham Palace devient la résidence officielle principale de William et Catherine. Les propriétés où Camilla réside actuellement de plein droit deviendront des propriétés auxquelles elle ne pourra accéder que sur invitation de William. Selon certaines sources, son héritage probable comprendrait Clarence House, estimé à environ 72 millions de livres sterling, et Highgrove, estimé à environ 39 millions, des actifs considérables. Certes, mais totalement insuffisant pour compenser la position qu'elle occupe actuellement. Elle passerait du statut de reine consort, avec tout le poids du pouvoir qui l'accompagne, à celui de simple citoyenne, titre de reine douairière. Certes, mais vivant dans deux demeures, à la discrétion d'un homme qui a grandi en observant ce qu'elle a fait subir à sa mère. Camilla comprend-elle cette logique? Des sources laissent entendre qu'elle la comprend parfaitement. La dimension familiale complique tout. Annabel Elliot n'est plus employée par le duché. L'accès de Tom Parker Bowles aux espaces royaux aurait été restreint suite à l'affaire de Balmoral. Les liens étroits de la famille Parker Bowles avec la couronne se réduisent discrètement. Camilla a passé 20 ans à tisser un réseau d'influence et de relations pour ses enfants et ses frères et sœurs au sein de la famille royale. Selon certaines sources, William le démantèle progressivement avec une patience et une méticulosité qui témoignent d'une réelle volonté de long terme. L'affaire Ferguson. Et puis il y a la situation de Sarah Ferguson, devenue un fardeau dont Camilla ne peut se sortir. Le nom de Ferguson figure dans les dossiers Epstein, déclassifiés par le département de la justice des États-Unis. Il n'existe aucune preuve d'acte criminel de sa part, mais le lien est réel et avéré. Dans le contexte de l'arrestation d'Andrew,
et des répercussions institutionnelles qui en découlent. Des sources indiquent que William a clairement fait part de sa position à Camilla. Soit elle prend ses distances avec Ferguson publiquement et définitivement, soit elle en assume les conséquences. Camilla n'a pas pleinement obtempéré. Elle considère la rupture d'une amitié antérieure à son entrée dans la famille royale comme à la fois impossible et fondamentalement injuste. William, quant à lui, voit dans sa loyauté indéfectible envers Ferguson la preuve d'une erreur de jugement justifiant ses doutes quant à sa capacité à représenter l'institution à l'avenir. Ce bras de fer persiste et, selon certaines sources, il nuit à l'influence de Camilla au sein du palais chaque semaine qui passe. Imaginez la situation délicate dans laquelle elle se trouve. Tiraillée entre loyauté personnelle et survie institutionnelle. Elle ne peut abandonner une amie de 40 ans sans trahir une part essentielle de son identité. Elle ne peut maintenir cette amitié sans donner à William des arguments qu'il semble plus que disposé à utiliser. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'existe aucune version de cette situation où Camilla s'en sort indemne. Charles, l'homme au milieu, et au cœur de tout cela se trouve Charles. Et sa position dans cette situation est l'une des plus douloureuses à analyser honnêtement. Il a passé un coup de fil à Anne en février dernier que certaines sources décrivent comme l'une des conversations les plus difficiles qu'ils aient eues depuis des décennies. Ni en colère, ni accusateur, mais silencieux et empreint de souffrance. L'appel d'un homme qui comprend parfaitement ce que fait sa sœur et pourquoi elle le fait, et qui se trouve incapable de s'y opposer avec une réelle conviction. L'appel a duré 40 minutes et s'est terminé sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Ce seul détail en dit long sur la véritable position de Charles. Il a 76 ans. Un cancer lui a été diagnostiqué en février 2024. Le type précis de cancer n'a jamais été divulgué publiquement, mais le traitement s'est poursuivi tout au long de l'année 2024 et jusqu'en 2025. Il a assumé ses fonctions publiques avec une discipline exemplaire durant toute cette période. Mais la discipline ne fait pas la force, et maintenir les apparences ne signifie pas être capable de mener un combat sur plusieurs fronts simultanément. Selon certaines sources, son énergie pour gérer les dynamiques familiales complexes a considérablement diminué ces 18 derniers mois. Protéger Camilla des agissements présumés de William et Anne exige précisément le type d'engagement soutenu et conflictuel pour lequel il est le moins préparé actuellement. Protéger Camilla reviendrait à demander à William de rétablir l'accès et les privilèges des personnes qu'il a délibérément écartées. William refuserait, et Charles le sait. Cela impliquerait de demander à Anne de cesser ce qu'elle est censée faire avec les archives. Anne refuserait. Charles le sait aussi. Cela reviendrait à se positionner publiquement contre son héritier et sa sœur simultanément pour défendre celle que des millions de personnes associent encore aux souffrances de sa première épouse. Le coût politique et personnel d'une telle position est tout simplement insoutenable pour Charles, et certaines sources laissent entendre qu'il en est pleinement conscient. Mais voici l'aspect de la position de Charles que les sources décrivent comme le plus douloureux de tous. Il sait pourquoi William et Anne ressentent ce qu'ils ressentent, parce qu'il était présent, et il en est la cause. C'est lui qui a entretenu la liaison que Diana a décrite comme une profonde détresse personnelle. C'est à cause de lui que cette douleur existe. Comment peut-on contester la douleur de son fils pour sa mère quand on en est soi-même la cause? Comment expliquer à sa sœur que protéger la position de sa femme importe plus que d'honorer la mémoire de sa belle-sœur, victime directe de ses choix? Selon certaines sources, Charles ne peut défendre ses arguments avec une réelle conviction, car il n'y croit pas lui-même pleinement. Charles aurait fait une remarque à un proche collaborateur durant cette période, une remarque que certaines sources qualifient de révélatrice. Il n'a exprimé ni colère envers William, ni frustration envers Anne. Il aurait exprimé sa compréhension,
La compréhension d'un homme qui sait que ceux qui s'en prennent à sa femme agissent ainsi pour des raisons qu'il a lui-même créées et auxquelles il ne peut répondre. De quoi s'agit-il réellement? À quoi tout cela mène-t-il? Car il existe une version de cette histoire qui ressemble à une vengeance. William et Anne démantèlent méthodiquement tout ce que Camilla a construit en guise de représailles pour ce qu'elle a fait à Diana. 30 ans de justice arrivent enfin et de façon éclatante. Mais il existe une autre version qui semble plus réfléchie et plus durable qu'une simple vengeance. Selon certaines sources, la seconde version serait plus proche de la vérité. Une simple vengeance se traduirait par l'humiliation publique de Camilla, dépouillée de tout en un instant dramatique. Or, ce n'est pas ainsi que les sources décrivent la relation entre William et Anne. Ce que décrivent les sources disent les verses est plus patient, plus durable et, au final, plus significatif que n'importe quelle confrontation dramatique. Pensez à ce que Diana représentait réellement, et non à l'image du conte de fées. Ni la robe de mariée, ni le diadème, ni le conte de fées qui s'est si mal terminé. Ce qui comptait vraiment, c'était ce qu'elle avait fait. Elle a touché des malades du sida alors que les autorités considéraient encore la maladie comme une honte. Elle a traversé des champs de mines actifs en Angola pour dénoncer politiquement les armes qui tuent des villes des peines qui tuent des civils. Elle s'est assise avec des sans-abri, les a regardés dans les yeux et les a traités avec toute leur humanité, chose que les membres de la famille royale n'étaient tout simplement pas censés faire. Elle a défendu la santé mentale à une époque où elle était encore considérée comme une faiblesse privée plutôt que comme une crise de santé publique. Elle a insisté sur la franchise émotionnelle à un moment où l'institution à laquelle elle appartenait la percevait comme une menace. Elle a accompli tout cela malgré la résistance active d'une institution qui jugeait sa popularité déstabilisatrice et son humanité menaçante. Et elle avait raison sur toute la ligne. L'institution avait tort. William le sait, non pas grâce à des analyses historiques, ni grâce à des livres ou des documentaires, mais grâce à sa propre expérience personnelle. Il a vu sa mère avoir raison, tandis que l'institution la punissait pour cela. Il a été témoin de cette contradiction pendant 15 ans, jusqu'à la nuit où elle lui a coûté la vie dans un tunnel parisien. Aujourd'hui, il dirige l'institution. Selon certaines sources, le programme de modernisation de William ne relève pas simplement d'une bonne gestion. Il s'agit de l'héritage de Diana, institutionnalisé. L'intelligence émotionnelle qu'on lui reprochait d'être inappropriée est désormais inscrite dans l'architecture même de la monarchie que William est en train de construire. On lui avait dit que la responsabilité publique était dangereuse car elle était intrinsèquement liée au fonctionnement de sa maison. On lui avait dit que le véritable contact humain était indigne d'un membre important de la famille royale et qu'il était devenu la caractéristique principale de la manière dont William et Catherine interagissaient avec le public. La contribution d'Anne s'inscrit dans une démarche parfaitement parallèle. Des décennies d'œuvres discrètes mais profondément marquantes qui constituent un plaidoyer vivant contre l'ostentation royale. Le plaidoyer même que Diana a défendu avec acharnement et pour lequel elle a tout investi. Anne, elle, n'a jamais cessé de le défendre. Elle a réussi à sa manière, selon ses propres critères, grâce à un parcours exceptionnel. Mais le constat reste le même, la réalité la plus sombre de Camilla. Et voici ce que, selon certaines sources, Camilla commence lentement et douloureusement à comprendre. Elle a gagné la bataille. Elle a obtenu Charles. Elle a obtenu le titre. Elle a couronne, a reçu la tiare et a siégé aux côtés du roi lors de toutes les cérémonies officielles. Elle a obtenu tout ce pourquoi elle s'était battue pendant 30 ans. Tout ce qu'on a fait croire au public pendant 20 ans qu'elle ne pourrait jamais avoir. Mais la guerre n'a jamais concerné Charles. Il n'a jamais été question d'un titre, d'une couronne ou d'un couronnement. Cette guerre portait sur Diana, sur ce qu'elle représentait,
et sur la question de savoir si l'institution qu'elle s'efforçait de transformer serait un jour à la hauteur du prix qu'elle a payé. William et Anne seraient en train de bâtir cette institution aujourd'hui, non par vengeance, mais en hommage à Diana, et Camilla n'a aucune stratégie pour y faire face. On ne peut contester un héritage, on ne peut pas lutter contre le deuil. On ne peut pas déjouer les plans d'un fils qui a vu sa mère mourir et qui a passé 28 ans à décider en silence et avec soin de la marche à suivre. On ne peut faire appel à la loyauté institutionnelle dans un contexte où les personnes qui accomplissent la majeure partie du travail institutionnel sont précisément celles avec lesquelles on est en conflit. Chacune de ces actions dépend de la coopération de personnes qui auraient, semble-t-il, décidé de ne plus coopérer. Chaque défense qu'elle pourrait orchestrer requiert la sympathie du public. Un public qui, 30 ans plus tard, associe encore son nom aux souffrances de Diana. Chaque argument qu'elle pourrait avancer pour sa défense devrait être présenté dans un contexte où les deux personnes les plus influentes au sein de l'institution à laquelle elle appartient ont déjà façonné le récit, non par des communiqués de presse ou des déclarations publiques, mais par le langage discret et irréversible des décisions financières, des archives historiques et des réaffectations symboliques qui, au fil du temps, formaient un constat indéniable. Des sources décrivent sa réaction privée face au poids cumulatif de toutes ces manœuvres comme celle de quelqu'un voyant son image soigneusement construite se faire méthodiquement et définitivement démanteler, non pas en un seul moment dramatique, mais en une centaine de moments discrets, chacun niable individuellement, collectivement dévastateur. Elle a vendu son refuge, le seul endroit qui lui appartenait entièrement, et des sources suggèrent que cette vente est le signe le plus clair à ce jour de l'état d'esprit réel de Camilla, le signe de quelqu'un qui a examiné son avenir avec honnêteté et l'a trouvé bien moins. Diana n'a jamais vu ce que cette monarchie pouvait devenir. Elle a eu droit à un tunnel à Paris, 2 garçons orphelins de mère, un drapeau flottant à Buckingham Palace qu'il a fallu la colère du public pour mettre en berne. Elle a hérité d'une institution qui a passé des années à tenter de la contenir, puis des décennies à essayer de s'approprier tout ce qu'elle représentait. Mais certaines sources laissent entendre que quelque chose se trame actuellement au sein de ce palais, quelque chose qu'elle n'a jamais pu voir. Son fils, cet adolescent de 15 ans qui marchait derrière son cercueil dans les rues de Londres sous le regard du monde entier, contrôle aujourd'hui 1 milliard de livres sterling et les utilise pour financer les causes qu'elle a défendues malgré l'opposition des autorités. Sa belle-sœur, la plus disciplinée, la plus discrète et la plus fidèle aux institutions de la famille, aurait décidé que le récit historique du sort de Diana devait être complet et sans omission, et ne devait pas être déformé par ceux qui ont profité de sa souffrance. 2 personnes, œuvrant de concert, discrètement et inexorablement, remodelant tout ce que Camilla a bâti pour en faire quelque chose que Diana aurait reconnu comme sienne. Pas la vengeance, quelque chose de mieux que la vengeance, un héritage. Ce genre de choses qui ne nécessitent pas de communiqué de presse, ce genre de choses qui ne requièrent ni confrontation dramatique, ni déclaration publique, ni même un moment immortalisé par les caméras. Ce genre de choses qui s'inscrivent dans les documents financiers, les décisions d'archives, les réaffectations de mécénat et les réorientations philanthropiques qui, accumulées au fil des ans, deviennent irréversibles. Et c'est cela, plus que tout litige immobilier, décision salariale ou diadème symbolique, que les sources décrivent comme la réalité la plus sombre que Camilla ait vécue depuis des décennies. Elle voit sa propre histoire se réécrire, non pas par un ennemi qu'elle puisse affronter, non pas par une rivale qu'elle puisse déjouer, mais par un fils honorant sa mère et une princesse qui n'a jamais oublié les épreuves endurées par cette dernière. Tous deux œuvrent ensemble, patiemment, inlassablement, dans le silence où s'est toujours écrite la véritable histoire de cette famille. La bataille est terminée.
La guerre s'est déplacée sur un tout autre terrain. Et sur ce terrain, selon certaines sources, Camilla n'a plus d'armée pour combattre. Si vous suivez l'actualité au palais et souhaitez savoir comment cette histoire évolue, abonnez-vous et activez les notifications, car ce qui se prépare pour cette famille pourrait bien être le bouleversement le plus important de la monarchie britannique depuis une génération. Et vous ne voudrez pas en manquer un seul instant.